Ouais, là c'est parti, logiquement. Bon, bah très bien. Bon, bah ça y est, on démarre. Bah, bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver aussi nombreux pour cette troisième édition des apéros Power BI organisée par DataPulse. Pour rappel, on organise deux apéros gratuits par semaine, le mardi et le jeudi à 18 h. Les deux premiers apéros portaient sur une introduction de Power BI et sur Power Query. Ils sont disponibles sur ce lien. Jean-Pierre va vous les partager dans l'espace de discussion. Parce que, en fait, chaque apéro est enregistré, donc vous pouvez visualiser la session après sur votre temps libre. Donc voilà, l'apéro d'aujourd'hui, c'est sur le langage DAX. Euh, Langage très intéressant, très puissant, parfois méconnu des utilisateurs Power BI. Alors je sais que il peut y avoir un niveau un peu hétérogène parmi les participants et les participantes de ce soir. Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts. Je vais essayer de vous montrer des choses plutôt débutants, intermédiaires, avancées, donc il y en aura vraiment pour tous les niveaux. Je tiens à préciser aussi que ce n'est pas une session de formation, c'est plus une session pour vous donner des exemples, des cas pratiques, métiers qu'on rencontre chez nos clients, pour que vous puissiez avoir des idées un peu plus concrètes de ce que permet ce langage. Donc pour ma part, c'est vrai que je ne me suis pas présenté, je m'appelle Tristan, je suis l'associé de Jean-Pierre, et on est tous les deux associés dans la boîte qui s'appelle DataPulse. On organise donc des sessions de formation online et on accompagne aussi nos clients sur des projets de consulting, Power BI, BI ou autre. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, la session de ce soir sur le langage DAX, on est vraiment ravis de vous retrouver aussi nombreux. Euh, je montre souvent cette slide à mes clients en formation, le fameux iceberg. Donc, en fait, le but de ces apéros, c'est de vous montrer que Power BI, c'est pas seulement un outil de data visualisation, parce que ça, c'est ce que voit le top management, les utilisateurs finaux. Et là, à travers ces apéros, on est en train peu à peu de remonter cet iceberg. Jean-Pierre vous a montré mardi Power Query, donc la brique qui vous permet de vous connecter à des données et de les nettoyer, les retraiter pour les préparer à l'analyse. Aujourd'hui, on va remonter un tout petit peu l'iceberg. On va surtout se concentrer sur cette partie-là, qui est la modélisation et surtout l'analyse de vos données dans Power BI. Le langage DAX, déjà, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc DAX, ça veut dire Data Analysis Expression. Donc comme vous le voyez, c'est un langage qui sert à faire de l'analyse de données. Il ne faut surtout pas le confondre avec Power Query ou le langage M, qui eux sont vraiment pour la partie nettoyage de données, préparation de la donnée. J'imagine qu'il y a déjà des personnes et des participants là en ce moment qui sont en train de se poser la question, quelle est la différence entre le M et le DAX? Dans quel cas je dois utiliser l'un ou l'autre? Globalement, retenez la chose suivante. Power Query et M, c'est fait pour retraiter la donnée, retoucher la structure de vos tables. Et le langage DAX, lui, c'est vraiment pour faire de l'analyse de données, donc créer des KPI. Si on s'intéresse de manière un peu plus précise à ce que permet le DAX, en fait, en DAX, vous allez pouvoir créer trois types d'objets. Des mesures, des colonnes calculées et des tables calculées. Aujourd'hui, dans cette session, je vais principalement les mesures parce que c'est l'objet le plus puissant et celui que vous devriez utiliser de la manière la plus fréquente possible. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On commence par des choses un petit peu introductives et puis on va monter peu à peu la difficulté. Donc, je vais juste ouvrir un modèle Power BI assez classique. En l'occurrence, bon, les données ont évidemment été anonymisées et truquées pour le bien de la formation, mais c'est un modèle qu'on a développé pour un client dans le retail avec des analyses assez classiques de vente, sell-in, sell-out, stock, par article, dans le temps et par magasin. Alors, ce que vous voyez à droite de l'écran, ce sont en fait les différentes tables du modèle qui ont été modélisées et représentées dans ce qu'on appelle un modèle de données ou un cube. En fait, on a créé des relations entre les tables pour pouvoir justement répondre au mieux aux besoins métiers et pouvoir répondre à un certain nombre d'analyses. J'y reviendrai un peu plus tard. Là, ce que je vais vous montrer, c'est juste très rapidement comment on crée en fait une mesure et comment on en vient à faire du DAX dans Power BI. Alors déjà, pourquoi faire du DAX? Parce qu'en fait, les colonnes natives de vos tables sont juste les données brutes. Là, par exemple, vous avez les quantités vendues dans ce magasin, sur tel produit, à tel jour. Très bien. Mais vous, en fait, en tant qu'analyste, en tant que métier, vous allez vouloir rajouter par-dessus cette table brute vos logiques métiers, vos règles de gestion, vos propres KPI, vos propres indicateurs pour pouvoir aller encore plus loin dans l'analyse et pas juste simplement sommer ou agréger
les données brutes qui sont disponibles dans la table. Et c'est justement à ça que sert le langage DAX. Donc vous allez pouvoir créer des mesures en faisant un clic droit par exemple sur une table. Vous avez un petit bouton ici qui vous permet de créer une nouvelle mesure. Donc je vais en créer une tout de suite. Donc cette mesure va porter un nom. On va l'appeler par exemple Total Vente, Total Sales. Oui. Tristan, moi j'ai un petit décalage entre l'affichage et ta parole, mais je sais pas si c'est sur tout le monde. Désolé pour ça, c'est peut-être ma connexion, ouais, je sais pas. Bon, on va continuer et tu me dis si jamais c'est vraiment problématique. Donc, je crée une mesure Total Sales. Ouais, a priori, il y en a beaucoup qui ont ce phénomène. Bon. Ok. Bon, là, et puis, est-ce qu'il y a un visuel sur ta page ou est-ce qu'il y a un truc avec des barres grises? Non, c'est un truc avec des barres grises. Ouais. D'accord, pour l'instant, ça c'est bon. Oui, ça c'est normal. Ouais. Bon, on va continuer et puis au pire, je switcherai. Donc, Total Sales égale Sum. Donc ça, c'est une fonction DAX. Donc toi, là, on ne le voit pas, le Sum. Là, on est toujours sur Total Sales. Bon, désolé pour ce bug. Je fais plein de live et plein de Teams avec des clients, j'ai aucun problème là-dessus. Je sais pas pourquoi là ça bug. Le Sum arrive là seulement. Comment faire? Alors j'ai quelqu'un qui me dit, c'est Dania, qui me dit essaye de repartager ton écran. Il y en a un autre aussi qui me dit tu peux repartager. Vous voyez mon écran là? Ouais. Si je tape, vous voyez? Vas-y, tape. Ouais. Bon. Bizarre. Donc là, je vais juste aller sommer la colonne TTC Sellout Amount de ma table Sellout. Comme vous le voyez à droite, ça m'a créé un nouvel objet qui s'appelle Total Sales et qui est donc une mesure. Cette mesure, elle a un nom, elle a une expression. L'expression, c'est celle que vous voyez ici, à droite du signe égal. Elle a été tapée en langage DAX. Si on s'intéresse un petit peu à la syntaxe, ce que vous voyez ici, c'est le nom de la table. Et ce que vous voyez ici, c'est le nom de la colonne dans laquelle je vais chercher l'information. Je vais formater cette expression. Donc, par exemple, je vais la mettre en euros. Voilà. Et puis, je vais couper le décimal à 0 pour pouvoir la formater correctement. Donc ensuite, l'avantage, c'est que cette expression, je vais pouvoir m'en servir dans mon modèle, dans mon rapport, pour pouvoir faire de l'analyse. Donc par exemple, ici, je vais la glisser dans cette petite matrice. Donc je vois 21 millions. Et je vais pouvoir l'analyser, par exemple, dans le temps. Donc ici, je vais la ventiler par un champ de ma table calendrier. Et tout de suite, j'ai un résultat qui me donne en fait le chiffre d'affaires par mois. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué. Je viens de créer ma première mesure et je l'utilise dans mon modèle. Alors, en quoi les mesures sont intéressantes? Les mesures sont intéressantes parce qu'en fait, vous allez pouvoir créer, reproduire un peu toutes vos logiques métiers, toutes vos règles de gestion, à travers un ensemble de fonctions et d'instructions que vous allez taper donc à droite de ce signe égal pour pouvoir représenter vos logiques métiers. Et là où ça devient intéressant, c'est que vous n'aurez pas besoin de créer autant de formules ou autant de règles qu'il y a de cas. C'est-à-dire qu'ici, j'ai juste dit je veux la somme des montants et par défaut, je peux la filtrer, je peux la recalculer sur n'importe quel axe analytique de mon modèle. Donc par exemple, ici, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un référentiel avec les magasins. Donc je peux par exemple ventiler, on va dire, par région. Je dépose et hop, il recalcule en fait, si vous voulez, l'expression pour chaque élément, donc pour chaque mois, chaque région. Alors même que l'expression de ma mesure n'indiquait pas comment je voulais filtrer la donnée. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de créer des indicateurs qui interagissent comme si vous voulez, un canal de transmission. Donc toutes les mesures, tous les calculs que je vais effectuer sur cette table, la table Sellout, et bien finalement, tous mes référentiels métiers qui sont connectés à cette table, donc par exemple le magasin, la table calendrier ou le référentiel des articles,
Eh bien, en fait, vous voyez, avec les flèches, ils vont être capables de propager l'information, de filtrer l'information pour recalculer dynamiquement, à la volée, mes indicateurs. Et c'est là où ça devient diabolique. Là, je viens juste de vous montrer un petit exemple avec une simple somme, mais vous vous doutez bien qu'en fait, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin que ça dans la création d'indicateurs. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Si on revient rapidement sur la slide, c'est ce que je vous explique ici, c'est le principe du Create Once, Use Everywhere. Donc ça, c'est ce que disent souvent les Américains, et notamment Power Pivot Pro, qui est une boîte spécialisée sur Power BI et le DAX aux US, qui a utilisé cette expression pour la première fois. Je la trouvais assez intéressante il y a quelques années, en disant, bah voilà, vous créez une fois votre mesure, et puis si elle est bien structurée, bien formulée, vous allez pouvoir l'utiliser partout, dans n'importe quel visuel, n'importe quelle page de votre rapport Power BI. Alors, quelques exemples classiques qu'on va détailler ce soir. Le calcul, par exemple, de ratio, quand vous allez vouloir diviser des éléments. Des calculs temporels. Donc ça va surtout parler à des contrôleurs de gestion, des business analysts. Donc, quand je dis calcul temporel, par exemple, ça va être des cumuls annuels qu'on appelle year to date, des comparaisons par rapport au mois d'avant ou à l'année d'avant, des moyennes mobiles. Et puis même si on élargit, en fait, n'importe quel type de KPI métier que vous avez dans votre entreprise, dans votre département, bah, vous allez pouvoir le modéliser et le restituer en DAX. Moi, je crois que ça m'est jamais arrivé, pour répondre à une problématique chez mes clients, de ne pas trouver une solution en DAX. Il faut savoir que c'est un langage assez riche, comporte plus de 800 fonctions, donc il y a de bonnes chances que vous puissiez trouver votre bonheur. Il y a juste quelqu'un qui a un micro activé. Je ne sais pas si c'est toi, Jean-Pierre, mais il y a un petit bruit. Non, moi le mien il est fermé. Je ne sais pas si c'est un participant ou toi. Donc, on va tout de suite enchaîner avec le premier exemple, à savoir les ratios. Donc, premier exemple intéressant, je vais retourner sur mon modèle. Ici, je vous ai montré les ventes par mois. Vous avez dû remarquer que j'ai aussi une table avec mes objectifs. Ça, c'est un cas classique en business analyse. Vous récupérez vos ventes et vous allez vouloir les comparer à quelque chose. Par exemple, une table de budget, de forecast, d'objectifs qui vont définir combien vous souhaitiez vendre dans le futur. D'accord ? Par exemple. Cette table d'objectifs, elle a été intégrée dans le modèle. Elle est beaucoup moins volumineuse que ma table des ventes. Sur ma table des ventes, j'ai à peu près, vous le voyez en bas à gauche, j'ai 900 000 lignes à peu près. Alors que mes objectifs, évidemment, sont un peu moins volumineux parce que je les détermine, je les effectue à une maille, à une granularité un peu moins fine. Je les fais seulement à la maille du magasin et à la maille mensuelle. Donc ça aussi, c'est une complexité à intégrer dans vos modèles et dans vos analyses, puisque vous avez des données que vous allez vouloir croiser, à savoir les ventes et les objectifs. Pourtant, ces données n'ont pas forcément la même source, ni la même granularité. Donc j'ai intégré toutes ces données dans mon modèle. Et si vous voyez ici, dans ce petit modèle que je vous affiche à l'écran, en fait, vous remarquez que ma table de vente et ma table d'objectifs, qui sont en BI ce qu'on appelle des tables de faits, elles sont toutes les deux liées par des référentiels métiers, des dimensions. Donc le référentiel des magasins, par exemple, le référentiel des articles, et puis le référentiel calendaire. On aura un meet-up un peu plus détaillé là-dessus. Globalement, retenez la chose suivante, dès que vous allez avoir du temps dans Power BI, dès que vous allez avoir une table avec des dates et que vous allez vouloir analyser des attributs temporels, il vous faut absolument une table dédiée au temps dans le modèle, à la granularité journalière, donc avec une date par jour, une ligne par jour, et qui va vous aider en fait énormément dans l'élaboration de tous vos calculs et tous vos filtres temporels. Donc c'est ce que j'ai exactement ici à l'écran. Et vous remarquez que quand bien même Sellout et Objective n'ont pas la même structure, n'ont pas la même granularité et n'ont peut-être même pas la même source de données, j'ai fait en sorte de pouvoir les croiser dans un modèle de données. Et là où ça va devenir intéressant, c'est que le DAX peut me permettre de faire des calculs multitables. Je m'explique. Dans la table des objectifs ici, j'ai une mesure qui s'appelle Total Objectives. Vous voyez, elle est toute simple. Elle me permet de sommer le montant de mes objectifs de vente. Je peux l'utiliser dans mon modèle. Donc je vais glisser ici. Et là, je vois, à la maille mensuelle, je peux comparer mes ventes et mes objectifs. Là où ça va devenir un peu plus intéressant, c'est que je vais créer une troisième mesure dans la table objectif, où je veux justement calculer le ratio, donc l'atteinte de l'objectif. Donc je vais l'appeler par exemple Sales Completion.
Là, je vais utiliser une autre fonction DAX. Donc c'est bien, ça vous permet de voir une nouvelle fonction DAX qui s'appelle divide, qui va me permettre en fait d'effectuer une division entre le montant des ventes et le montant des objectifs. Sauf que comme vous le voyez, on appelle ça un safe divide parce que cette fonction, qui n'existe pas dans Excel par exemple, va vous permettre de gérer nativement les cas où vous allez devoir diviser par 0. Donc quand le dénominateur est nul, hein, vous devez le savoir, on ne peut pas diviser par 0. En mathématiques, c'est impossible. Cette fonction va permettre de gérer nativement ce cas-là. Donc divide, elle prend 3 arguments, le numérateur, le dénominateur et éventuellement un résultat alternatif si jamais le dénominateur est nul. Donc ici, je vais mettre total des ventes, qui était la mesure que nous avons créée ensemble tout à l'heure. Et puis mon dénominateur, ça va être mon total des objectifs. Et là, vous remarquez la chose suivante. Donc, en troisième paramètre, j'ai rien mis. Donc si jamais mes objectifs ne sont pas remplis ou sont à 0, bah, ma mesure me retournera vide, blanche. Donc là, vous remarquez que cette mesure, sales completion, elle va venir, en fait, son expression divise 2 mesures. Donc là, vous voyez déjà aussi une chose intéressante, c'est que vous pouvez référencer des mesures dans d'autres mesures, au même titre que vous pouvez, par exemple, imbriquer ou appeler des fonctions Excel dans d'autres fonctions Excel. Vous pouvez faire pareil avec vos mesures. Et là où ça devient intéressant, c'est que ces 2 mesures n'appartiennent pas à la même table. Et elles ne somment même pas des éléments qui sont dans la même table. Pourtant, je vais pouvoir les agréger et les utiliser dans ma mesure sales completion, qui est un ratio, une division. Je vais la formater en pourcentage, avec un pourcentage et un chiffre après la virgule. Et cette mesure, vous allez voir, elle me calcule tout simplement l'atteinte de l'objectif, donc le ratio entre les ventes et les objectifs. Elle marche toute seule, hein, je n'ai évidemment pas besoin d'avoir les 2 autres mesures disponibles dans le modèle. Je peux tout simplement l'utiliser, elle est autoporteuse, elle marche toute seule dans le modèle. Alors là où ça devient diabolique, c'est que vous remarquez qu'ici, je ventile cette atteinte de budget par mois, d'accord? Alors même que je n'ai pas précisé dans mon expression DAX comment je voulais calculer, comment je voulais ventiler l'indicateur. Je lui ai juste dit, prends les ventes, prends les objectifs et fais la division. Et tout seul, donc c'est ça ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le principe du calcul à la volée, il va être capable, le moteur Vertipack et le DAX, d'exécuter cette expression et de la ventiler, de la recalculer pour chaque axe analytique disponible dans votre modèle. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait d'autres tables qui étaient communes à Sellout et à Objective. Par exemple, les articles ou par exemple, les magasins, puisque mes objectifs étaient aussi faits à la maille magasin. Donc là où ça va devenir intéressant, c'est que je vais pouvoir, par exemple, ici, affiner mon analyse et dire, j'aimerais bien comparer ceci, par exemple, par magasin. Donc j'ai le code magasin qui est ici, je vais le glisser en colonne. Et là, vous voyez que tout seul, alors même si c'est pas très lisible, je vais vous montrer juste après quel type de visuel vous pourriez construire pour pouvoir mieux visualiser ces données. Là, on va juste se concentrer sur le résultat et la logique conceptuelle du DAX. Vous voyez bien qu'en fait, alors même que mon expression DAX ne précise pas comment je veux filtrer, comment je veux ventiler l'indicateur, il est bien capable de me recalculer tout seul à toutes les mailles, à tous les axes analytiques qui sont disponibles, mon indicateur. Bon, ça, c'est absolument génial. C'est exactement ça dont vous avez besoin, les analystes, les contrôleurs, business analyst, data analyst, data scientist, responsable marketing. Vous passez votre temps à analyser des données qui viennent de différentes sources, qui n'ont pas forcément la même structure, qui n'ont pas forcément la même granularité, et pour autant, vous voulez les croiser. Et bien justement, vous pouvez utiliser la puissance du modèle et du DAX pour pouvoir croiser ces données et les calculer intelligemment. Create once, j'ai fait une mesure et elle se recalcule toute seule de manière complètement dynamique pour chaque axe analytique. Vous remarquez d'ailleurs que cette mesure, sales completion, si je vais dans la table des objectifs, je n'ai pas créé de colonne en plus. Je n'ai pas rajouté, je n'ai pas stocké physiquement de data, de colonnes en plus dans mon modèle. Ce qui veut dire quoi? Les mesures ont un impact neutre sur la taille de votre fichier PBX. Elles ne vont pas l'alourdir, elles ne vont pas agrandir ou le temps de rafraîchissement de votre modèle, bien au contraire. Puisque, en fait, ce qui est stocké dans votre fichier PBX,
c'est tout simplement l'expression de la mesure, celle-ci en l'occurrence ici, et ensuite cette mesure va être exécutée, va être calculée uniquement lorsque vous l'utilisez dans les visuels de votre modèle Power BI. Donc ça, c'était le premier exemple qui, je vous l'accorde, n'est pas très visuel. Alors justement, je vais vous montrer comment on a visualisé ça chez un client, parce que c'est quand même une analyse assez classique, hein, surtout dans le monde du retail. Donc le client m'a dit, voilà Tristan, j'aimerais bien comparer l'atteinte de l'objectif, donc vente versus budget par magasin. Donc ça, c'était le type de visuel que le client m'a demandé. D'accord ? Donc une matrice assez classique avec le code du magasin qui évidemment a été anonymisé, les ventes, les budgets et l'atteinte du budget où vous remarquez que j'ai mis une petite mise en forme conditionnelle pour pouvoir visualiser la donnée. Alors je vais juste vous montrer comment en fait vous pouvez combiner à la fois la puissance de modélisation et du DAX et les capacités visuelles de l'outil pour pouvoir produire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc ça en fait, ce que je vous montre maintenant à l'écran, c'est exactement les mêmes données, c'est juste qu'elles sont visualisées légèrement différemment. Je vais me mettre en plein écran. Voilà, donc en fait ce que vous voyez ici, c'est un visuel qui représente la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, sous forme de matrice, sauf que cette fois-ci j'utilise un nuage de points. En axe X, donc cet axe-là, j'ai le montant des ventes. Donc plus je suis à droite, plus je suis un magasin qui vend beaucoup, qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. Et en axe Y, j'ai l'atteinte du budget, donc cet axe-là. J'ai l'atteinte du budget, donc en fait, plus je suis en haut, plus j'ai atteint le budget, plus j'ai fait un bon chiffre par rapport à ce qui était prévu. D'accord ? D'ailleurs, vous remarquez qu'ici, j'ai un petit trait qui m'indique est-ce que je suis au-dessus ou en dessous des 100%. Et là où ça devient intéressant, c'est que du coup, je vois tout de suite ce qui se passe. Ici, que vous voyez, c'est un magasin. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est que mon plus gros magasin, il fait tout juste son chiffre. Et après, j'ai un ensemble de magasins ici qui font plus ou moins leur chiffre. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que je vais pouvoir éventuellement le filtrer, par exemple, sur une famille de produits. Là, je vois les données sur mars 2019. Peut-être que j'aimerais bien les voir sur février 2019. Et plutôt que de les voir en cumulé, je voudrais les voir en vision mensuelle. Et vous voyez, je n'utilise qu'un seul indicateur, celui que je vous ai montré tout à l'heure, le ratio. Et tout seul, par la puissance du DAX, il va se recalculer de manière dynamique. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Je peux aussi changer la granularité du visuel. Donc par exemple ici, je le vois à la maille des régions de France. Donc là, il a recalculé tout seul à la maille des régions. Et puis je peux descendre, par exemple, ici sur l'Île-de-France, pour voir que les magasins qui sont en Île-de-France. Donc ça, c'est quand même vraiment hyper intéressant. Et la petite touche DataVis supplémentaire, c'est que vous pouvez rajouter l'axe temporel directement dans ce visuel. Vous allez pouvoir en fait suivre l'évolution de vos magasins dans le temps. Donc là, vous voyez en haut à droite du visuel, il est en train de défiler tous les mois. Là, je suis en vision year to date, donc je vois la vision cumulée. Et je vais pouvoir suivre en fait l'évolution de mes magasins dans le temps, de manière assez visuelle et interactive. Et je peux même, si je clique par exemple sur ce magasin et ce magasin, je peux comparer leur évolution. En fait, je peux voir comment ils évoluent dans le temps l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est juste une petite touche DataVis pour vous montrer quoi ? Que votre DAX peut être sublimé par des choix de visuels intéressants. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'un outil comme Power BI, c'est que vous avez à la fois la partie visuelle, mais cette partie visuelle, en fait, elle va venir enrichir quelque chose de plus profond et plus structurel, qui sont en fait les calculs que vous allez faire. Et évidemment, tant que vous ne savez pas faire vos calculs, tant que vous ne maîtrisez pas bien le DAX, effectivement, vous pourrez difficilement aboutir à ce genre d'analyse et à ce genre de visuel interactif et flexible. Donc ça, c'était le premier exemple, un calcul de ratio qui prend comme numérateur et dénominateur des données qui ne viennent pas de la même table et qui n'ont pas la même granularité. Donc je vous laisse vous transposer dans vos logiques métiers, dans vos exemples à vous. Je suis certain que ça parle à beaucoup de gens, cet exemple-là. On va enchaîner sur un deuxième exemple, un deuxième grand classique du DAX, les calculs temporels. Alors là, vous avez vu, j'étais déjà un petit peu en train de jouer avec le temps, puisque je pouvais ventiler par mois ou par année mon atteinte de budget.
très souvent, vous allez vouloir aller encore un peu plus loin avec les analyses temporelles. Vous allez vouloir, par exemple, faire des cumuls. Je m'explique. Ici, j'ai une mesure, celle qu'on a créée tout à l'heure, Total Sales. Donc par défaut, cette mesure fait la somme du chiffre d'affaires de votre table. Elle va se recalculer, donc ici par mois, mais par exemple, je pourrais très bien la voir en vision quotidienne. Donc rappelez-vous, à chaque fois que j'ai une analyse temporelle à faire, je passe par une table dédiée dans le modèle au temps qui s'appelle la table calendrier. Donc je pourrais éventuellement voir ces ventes par jour et tout seul, l'outil recalcule la vente à la maille journalière. Bon, très bien. Je vais rebasculer en vision mensuelle. Maintenant, ce que font souvent les contrôleurs de gestion et les analystes, et beaucoup de clients me le demandent, ils me disent oui, mais moi j'aimerais bien voir le cumul. C'est-à-dire que par exemple, ici, en mars 2017, plutôt que de voir juste le chiffre de mars 2017, j'aimerais bien voir le cumul depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2017. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un year-to-date, un cumul annuel qui repart à chaque fois à zéro en janvier. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On peut le faire en DAX. Et vous allez voir, c'est assez simple et assez magique. Donc je vais créer une nouvelle mesure qui va s'appeler Total Sales Year to Date. Donc ça, c'est son nom. Égal. Donc là, je vais utiliser une nouvelle fonction DAX qui est la plus commune et la plus puissante. Celle que vous allez utiliser le plus quand vous voudrez faire du DAX chez vous ou dans vos rapports Power BI. C'est la fonction Calculate. Où en fait, je vais pouvoir dire, prends une expression et calcule-la selon un certain jeu de filtres ou selon une certaine manière. Donc j'y vais, calculate. Vous remarquez que le langage DAX est quand même très pratique puisque, un peu comme dans Excel, il y a ce qu'on appelle l'intelligence, l'aide à la saisie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je tape quelque chose, il me propose soit les fonctions, soit les objets du modèle disponibles et qui commencent par ces lettres-là. Donc là, j'utilise la fonction calculate. Je vais appeler ma mesure de base, Total Sales, que je retrouve ici. D'où l'intérêt de stocker des mesures intermédiaires. Parce qu'en fait, vous pouvez référencer des mesures dans d'autres mesures. Et donc là, justement, je vais dire, prends cette expression, Total Sales, et fais-moi un cumul de cette expression. Donc il y a une fonction DAX qui existe, il y en a même plusieurs, vous les voyez ici, date month to date, date quarter to date, date year to date, qui vont permettre en fait de jouer avec le temps et d'effectuer des cumuls mensuels, trimestres ou annuels. Donc là, en l'occurrence, ici, ce que je veux faire, c'est un cumul annuel. Donc je vais utiliser la fonction date year to date. Et là, vu que j'ai fait l'effort de stocker dans mon modèle de données Power BI une table calendrier dédiée au temps à la maille journalière, j'ai juste besoin de référencer la colonne date de ma table calendrier. Et Power BI va tout faire tout seul. Je ferme la parenthèse pour mon date year to date, puis je ferme la parenthèse de mon calculate. Donc je vais zoomer un petit peu sur l'expression pour vous montrer. Donc ça, c'est mon expression Total Sales en version year to date. Je valide. Donc comme tout à l'heure, je vais la formater donc, en euros. Alors là, s'il y a des contrôleurs de gestion dans l'audience, accrochez bien vos ceintures, parce que ça risque d'y avoir des secousses. Je glisse, et voilà, le travail, il fait tout seul le cumul. Donc on peut par exemple vérifier notre résultat. Si je prends par exemple cette valeur-là, en fait 2 829 000, etc., qui correspond à avril 2017, c'est bien en fait la somme de tout ce qu'il y a eu entre janvier et avril 2017. Et vous remarquez d'ailleurs que le year to date fait bien son boulot, puisque en janvier de l'année d'après, ici, il repart bien. D'accord ? Il repart et puis ensuite, il continue de cumuler. Donc pareil ici, mars 2018, j'ai bien la somme de ce qu'il y avait entre janvier 2018 et mars 2018. Bon, vous avez vu, pour des utilisateurs Excel, il y a quelqu'un qui a rejoint en oubliant de désactiver son micro. Puis en passant la compte. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc le cumul annuel, ici, vous avez l'expression, vous voyez qu'elle n'est pas très compliquée à faire. Je suis sûr que s'il y a des utilisateurs Excel un peu avancés dans l'audience ou des gens qui font du SQL,
vous faites des choses beaucoup plus compliquées. Là, vous voyez que finalement, mon expression DAX, elle est vraiment pas si compliquée que ça à écrire et à comprendre. Tristan, Alors, oui. est-ce que tu as prévu éventuellement de montrer quand il y a un exercice civil décalé sur le year to date? Ah bah justement, j'allais y venir. Ok, parce que j'ai des questions là-dessus. Ok, alors avant cela, avant de montrer l'exercice fiscal décalé, je vais juste vous montrer l'intérêt d'utiliser la fonction date to date. Donc évidemment, elle est autoporteuse, c'est-à-dire qu'ici, elle marche toute seule. D'accord? Donc là, je vois bien mon cumul. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Create once, use everywhere. Donc j'ai créé une fois ma mesure à un seul endroit avec une expression qui est relativement simple. Et grâce à la puissance du modèle de données, cette mesure va se recalculer toute seule. Donc par exemple, je peux voir mon year to date, par exemple, par marque. Et vous voyez ici, alors j'ai juste un petit truc, il me manque des marques certainement dans mon référentiel, mais peu importe, on va juste masquer ça pour l'exercice. Vous voyez qu'ici, en fait, alors même que ma mesure DAX ne précise pas comment je veux filtrer la donnée, eh bien ici, il m'a calculé un total annuel, un cumul annuel par marque. Et évidemment, vous avez bien compris l'idée, je pourrais le faire sur n'importe quel axe. Je pourrais le faire par article, je pourrais le faire par zone géographique, je pourrais le faire par magasin. Bref, voilà, c'est ça l'intérêt du DAX. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait de créer une expression et de pouvoir la croiser, la réutiliser à toutes les sauces, toutes les mailles, comme vous voulez. À condition, évidemment, d'avoir un bon modèle de données et de bien comprendre comment s'articulent et comment sont liées aux différentes tables. Alors, je vais répondre à la question de la clôture fiscale décalée. En fait, ici, il y a un deuxième paramètre dans la fonction date year to date qui est facultatif, qui est celui-ci, où je vais pouvoir justement préciser si jamais mon exercice fiscal ne se termine pas au 31/12. Donc, par exemple, ici, on va dire que l'exercice fiscal se termine au 31 mars. Je vais juste taper ce petit bout de code-là. Voilà. Je vais faire entrer. Et là, vous voyez ce qui se passe. Là, maintenant, mon year to date, en fait, il démarre en avril. Vous voyez, là, ça c'est reparti. Je vais remettre l'expression de tout à l'heure en version mensuelle pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, par exemple, si on regarde ici, avril 2017, qui est donc le premier mois de mon exercice fiscal, puisque j'ai dit que ça se terminait au 31 mars, bah, il commence là. Et puis si je vais voir ce qui se passe un peu plus bas, effectivement, mars 2018, c'est le dernier mois de mon exercice fiscal, donc j'ai bien le cumul. Et hop, à partir de avril, ça repart sur un nouvel exercice. Et évidemment, vous continuez d'avoir toute l'interaction que je vous expliquais tout à l'heure. Vous pouvez, par exemple, le ventiler. On va prendre un autre axe, par exemple par genre, masculin, féminin. Et tout seul, il fait le calcul. Ah, c'est magique, hein? Alors là, vous venez de voir un exemple d'utilisation du langage DAX pour faire des calculs temporels. En réalité, il existe une bonne trentaine de fonctions temporelles qui vont vous permettre de faire des calculs plus ou moins avancés. Je peux vous en montrer un autre, par exemple, rapidement. Ici, je vais vous faire un last year plutôt qu'un year to date, donc j'aimerais bien voir l'année précédente. Là, j'ai une fonction qui s'appelle same period last year, toujours le même principe. Je vais juste aller appeler la colonne date de mon calendrier. Et cette fois-ci, quand il y aura une date, il me retournera le montant, mais de l'an dernier en fait. Donc on y va. Je vais enlever le genre et je vais remettre la mesure de base. Donc là, vous voyez à l'écran, ici, par exemple, ma mesure donc, à l'écran, là, Total Sales Last Year. Évidemment, là, c'est vide, puisque je n'ai pas de données en 2016. Donc là, j'ai rien. Par contre, effectivement, à partir de janvier 2018, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est bien le montant que j'avais en janvier 2017. Et donc, du coup, ici, je vais être capable de faire des calculs de variation
Ou par exemple, je vais pouvoir dire, j'aimerais bien voir la différence entre cette année et l'an dernier, en pourcentage, en valeur absolue. Maintenant que vous avez vu un peu des exemples d'Axe, je pense que vous voyez aisément comment vous pourriez faire ce genre de calcul pour effectuer effectivement des calculs de variation annuelle, par exemple. Bon, j'avais prévu de vous le montrer, mais vu que j'ai quelque chose d'un peu plus poussé à vous montrer par la suite et qu'on a pris un peu de retard à cause du petit bug, on va laisser ça pour plus tard et je reviendrai à la fin sur ce calcul si vous le souhaitez. Mais voilà, vous avez compris l'idée. J'ai à ma disposition tout un tas de fonctions temporelles qui sont déjà toutes faites, toutes prêtes, donc vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Vous avez juste besoin de bien modéliser vos données, de stocker une table calendrier et d'utiliser la fonction calculate pour dire, voilà, j'ai un indicateur, j'aimerais le voir comme ça, en year to date, en month to date, en last year, et ensuite, vous pouvez jouer avec et l'utiliser dans vos graphiques, le tout évidemment avec une performance intéressante. Alors, ce que je voulais vous montrer avant de passer sur la troisième démo qui va clairement monter en niveau de difficulté, puisque bon, pour l'instant, on a fait des ratios, on a fait une division et un cumul annuel. Je pense qu'un élève en sixième, conceptuellement, comprend ces calculs. Hein, on ne peut pas dire qu'on a fait des calculs avancés jusqu'à présent. Donc, je vais vous montrer dans un troisième exemple des calculs quand même un peu plus poussés pour vous montrer qu'on peut aussi faire de la statistique avec le langage DAX. Avant cela, je voulais juste vous montrer un point. Les calculs que je vous montre, ils ont été faits là sur un modèle qui n'est pas trop ambitieux. Vous avez vu, ma table de vente, elle avait 1 million de lignes. Et puis, mes objectifs, ils avaient quelques milliers de lignes. Je veux vous préciser pendant cette session que le langage DAX est extrêmement puissant et surtout scalable. C'est-à-dire que si vous, dans vos problématiques métiers, vous avez des volumétries plus conséquentes, par exemple plusieurs dizaines de millions de lignes ou plusieurs centaines de millions de lignes, eh bien, si vous avez un bon modèle de données, si vous maîtrisez bien le langage DAX, vous pourrez avoir des temps de réponse extrêmement rapides et faire des calculs extrêmement complexes avec le langage DAX, même si vous avez de la volumétrie. Donc, je vais vous montrer ici un modèle que j'ai développé pour un client. Pareil, hein, évidemment, les données ont été anonymisées. C'est un peu le même principe, en fait. Hein, j'ai des ventes et des objectifs. Sauf que cette fois-ci, si on regarde la volumétrie, dans ma table des actuals, donc de mes ventes, si vous regardez ici en bas, je vous rappelle que je suis dans Power BI, hein, j'ai 135 000, ce qui commence à être pas mal. C'est pas énorme. Hein, je développe actuellement des modèles pour des clients qui ont 300, 400, 500 millions de lignes. On peut même aller beaucoup plus loin en utilisant différentes techniques. Bon, là, ce modèle a quand même 135 millions de lignes, donc c'est pas rien. Et juste pour vous montrer que les calculs que je vous ai exposés tout à l'heure, ils marchent sur de la forte volumétrie. Donc, par exemple, ici, j'ai mes ventes par mois. Vous voyez, j'ai le résultat. Et par exemple, ici, le même indicateur que je vous avais montré tout à l'heure, donc le ratio. Alors, j'ai juste utilisé une syntaxe légèrement différente avec des variables. Je vous expliquerai à la fin de la session pourquoi. Vous voyez ici, boum, instantanément j'ai mon chiffre, alors que je suis quand même en train de scanner 135 millions de lignes. Hein. Vous avez vu, le temps de réponse, c'est du quasi instantané. Je peux voir par exemple mes ventes en year to date. J'aimerais les voir par exemple par continent. Vous voyez, c'est du quasi instantané. Mes calculs sont extrêmement rapides, alors que j'ai de la forte volumétrie. Et ça, c'est pour vous montrer que tout ce que je suis en train de vous montrer, les fonctions que j'utilise, les techniques que j'emploie, sont robustes et peuvent vous permettre d'effectuer ce genre de calcul sur des volumétries beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus puissantes. Donc voilà, c'était juste pour conclure cette partie un peu calcul et robustesse. Alors maintenant, on va faire une dernière partie un peu plus poussée. Donc là, ça va surtout intéresser des gens, des personnes qui font de la statistique ou qui maîtrisent déjà un petit peu le langage DAX, pour vous montrer aussi qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin que juste des ratios et des petits calculs temporels. Alors, je m'explique. En fait, le client nous avait demandé, c'est une analyse assez fréquente dans le retail, il nous avait demandé de faire une analyse de Pareto. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Pareto, c'est un statisticien, économiste, ingénieur italien qui est né au 19e siècle et qui a fait différentes études statistiques et qui a réussi à prouver en fait que on retrouve souvent une distribution 80-20 dans pas mal de choses de la vie. Lui, au départ, il l'avait constaté sur la population italienne,
il avait constaté qu'en fait, 20% des Italiens les plus riches contrôlaient à peu près 80% de la richesse du pays. Et en fait, on retrouve cette proportion dans tout un tas de choses dans la vie et dans le business y compris. Donc par exemple, si on se transpose dans un cas business, 20% de vos top clients vont faire 80% du chiffre d'affaires, par exemple. 20% de vos fournisseurs vont faire 80% de vos achats, etc., etc. Et donc, c'est une analyse assez classique en retail où le client nous a dit, bah, nous, on aimerait bien faire des analyses de Pareto, voir quels sont nos top produits et voir justement si, en fonction de la maille, de la zone géographique, du mois, à quel point nos ventes sont comptées ou pas sur un nombre important ou pas de produits. Donc je vais juste vous montrer le rendu final et puis après je vais vous expliquer comment l'implémenter en DAX. Donc là vous voyez qu'on est quand même sur des calculs un tout petit peu plus complexes que juste des sommes et des divides. Donc ça c'est ce qu'on avait restitué au client. Je vais juste me mettre en plein écran pour que vous puissiez bien voir. Donc toujours pareil, hein, le client peut choisir une année, un mois, est-ce que je le veux en cumul ou en version mensuelle. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, bah, on va choisir son top. Donc, par exemple, je veux voir mon top 15 articles, par exemple. Donc, ça représente ces 15 articles, ça représente 5% du nombre total des articles qui sont vendus par ce client. Sur avril 2019, en year to date, ça représente 900 000 de ventes et 40% du chiffre d'affaires. Et puis là, on a les mêmes indicateurs, cette fois-ci non pas en valeur, mais en volume. Et là, on voit tout de suite quels sont les top articles concernés, donc les top 15. Et évidemment, si je réduis, tout est dynamique. Donc là, par exemple, sur ce graphique, je vais voir mon top 7 avec le code article. Puis mes chiffres s'actualisent. Je peux, vous l'avez compris, avec la puissance du langage DAX, filtrer sur un mois, sur une année, sur un magasin, par exemple. Et évidemment qui va à chaque fois tout recalculer dynamiquement à la volée. Ce que vous voyez à droite, c'est en fait, je trace tous les points de la courbe des pourcentages de top articles. Donc en fait, ce que vous voyez ici, ça veut dire, par exemple, ce point-là, ça veut dire 45 top produits représentent 66% du chiffre d'affaires. Mais 74 top produits représentent 76% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez, ça permet en fait à mon client qu'il puisse modéliser la loi de Pareto directement avec ces articles. Et effectivement, si on augmente un petit peu, on voit bien que là, je suis à peu près au top 20%. Hein. Mes 68 articles, ils font 22% de mon total article et ils font 74%. 22% de mes top articles font 74% de mon chiffre d'affaires. Donc on retrouve à peu près à quelques points près la loi de Pareto. Alors ça, ce sont des analyses intéressantes, dynamiques, flexibles. Alors maintenant, ce qui va vous intéresser, vous, c'est comment on les implémente, puisque en fait, vous l'avez compris, on a utilisé le langage DAX pour développer ce genre d'analyse. Alors c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors accrochez-vous bien, parce que là, on va quand même un petit peu monter la difficulté. Pour ceux qui ne comprennent pas toutes les fonctions que j'utilise ou tous les concepts, c'est pas grave. Je vous rappelle que la session est enregistrée, donc vous pourrez la regarder a posteriori. Et puis surtout, l'important, c'est que vous puissiez comprendre les concepts, plus que l'exemple précis qui est utilisé. C'est juste que vous puissiez voir le type d'analyse et le type d'analyse que vous pourriez faire avec le langage DAX. Donc, allons-y, c'est parti. Un petit Pareto en DAX. Donc, je vais créer une nouvelle mesure. Je vais l'appeler top amount. Donc, en fait, il y a une fonction en DAX qui permet de calculer les top 5, les top 10, les top 15. Alors avant de vous la faire en mesure, je vais vous la montrer en mode table. Ça va vous montrer qu'on peut aussi utiliser le langage DAX pour créer des tables. Donc je vais juste vous montrer rapidement ce que retourne cette fonction. Donc je vais l'appeler top tab. Donc top n, values. On va le faire par exemple sur les magasins. Voilà.
la première valeur de top n, c'est le nombre. Donc on va faire par exemple un top 5 sur les magasins. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est quoi cette fonction values? En fait, values, c'est comme un distinct. Il va me retourner la liste de tous les magasins distincts de ma table magasin. D'accord? Donc ça va me retourner une table d'une colonne qui me stocke tous les magasins distincts. Et mon top, je vais vouloir le faire sur ma mesure total sales qu'on a créée tout à l'heure. Donc voilà, une instruction toute simple. Cette fois-ci, vous avez remarqué, je n'ai pas créé une mesure, j'ai créé une table. Donc je vais aller voir ce que cette table me retourne. La voici. Donc en fait, il me retourne la liste des 5 magasins qui ont le mieux performé. Alors par défaut, il trie en ordre décroissant. Vous avez vu ici, il y a un argument facultatif qui est l'ordre sur lequel vous voulez trier. Donc là, j'ai la liste, j'ai une table qui me retourne la liste des 5 meilleurs magasins. Alors ce qui ne me convient pas trop avec cette méthode, c'est que en fait là, j'ai pas créé une mesure, j'ai créé une table. Du coup, je ne vais pas vraiment pouvoir bénéficier de tout l'aspect dynamique des mesures, puisque les tables, lorsque vous les créez en DAX ou dans Power BI, elles ne se recalculent que lorsque vous actualisez l'ensemble du modèle. Alors que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir recalculer un top de manière complètement dynamique. Souvenez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la démonstration. Le but, c'est que le client, enfin vous puissiez filtrer sur une zone géographique, sur un type de produit, sur un mois, etc. Donc en fait, on ne va pas s'amuser à tout précalculer en amont toutes les combinaisons possibles qu'on va stocker dans le modèle, non, surtout pas. On va injecter en fait cette espèce de table de manière dynamique dans une instruction calculate pour qu'il puisse recalculer à la volée, à chaque fois, le top en fonction du jeu de filtre disponible. Donc je vais juste copier cette expression DAX. Je vais enlever la table, parce qu'en fait, elle ne m'intéresse plus. C'était juste pour vous montrer ce que top n. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça aussi? C'est parce que le DAX a quand même une certaine complexité, vous commencez à le voir, c'est que vous manipulez beaucoup d'objets virtuels. Vous allez manipuler des tables, des colonnes, et tout ça se passe un peu sous le capot. Contrairement à Excel, vous ne voyez pas physiquement les résultats de toutes vos données. Et donc, quand vous êtes sur des calculs un peu compliqués, ça peut être intéressant de matérialiser vos résultats à travers la création d'une table, juste pour que vous puissiez voir ce que retourne une expression. Et une fois que vous êtes un peu au clair sur ce que retourne cette expression, vous allez pouvoir l'injecter dans une expression un peu plus dynamique pour pouvoir avoir un résultat intéressant. Donc, cette fois-ci, je ne crée pas une table. Moi, ce que je veux, c'est une mesure pour bénéficier de tous les avantages que je vous explique depuis le début de la session. Donc, je vais l'appeler top amount et je vais lui dire calcule-moi le total sales. Et cette fois-ci, l'expression de mon calculate, justement, ça va être le top que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, là, je suis en train de lui dire, donne-moi le montant des 5 meilleurs magasins. OK. Comme d'habitude, je vais formater cette mesure. Donc je la mets en euros. Puis, petit conseil que je vous donne, à chaque fois que vous créez une mesure, il faut la tester. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Donc comment on fait? Par exemple, ici, on va juste créer une petite matrice où je vais regarder par magasin les ventes. Voilà, donc je vais les trier. Je vais grossir un petit peu pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Donc si je prends le top 5, normalement comme ça à vue d'œil, ça va s'arrêter donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on devrait avoir à peu près 3 et 1, 4, 5, à peu près, vue d'œil comme ça, à peu près 8 millions, un peu moins de 8 millions. Alors on va vérifier. Top amount, effectivement 8 412 000, je vais la visualiser comme ça. Et voilà. Et donc, cette mesure me retourne bien le montant des 5 meilleurs magasins. Alors évidemment, vous avez compris l'idée. Je pourrais modifier ceci. Par exemple, si je veux voir le top 2, ça se recalcule tout seul. Voilà. Effectivement, 5 600 000, c'est bien la somme des 2 meilleurs magasins. Et puis, souvenez-vous ce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
create once, use everywhere. Cette mesure, vous l'avez créée une fois, et grâce à la puissance du modèle, vous allez pouvoir la recalculer dynamiquement pour n'importe quel axe, pour n'importe quel filtre disponible dans le modèle. Donc par exemple ici, je vais rajouter dans la zone de filtre, par exemple, je vais rajouter, on va dire, un mois, par exemple. Donc, je vais mettre, allez, au pif, février 2018. Bah, vous voyez qu'en fait, il m'a bien recalculé le top, alors même que mon expression n'avait pas dit « je veux le voir sur tel mois ». Et c'est toujours pareil, grâce à la puissance du modèle de données, j'ai un calcul qui est un peu plus complexe, mais j'ai quand même un calcul qui est fait là, et grâce à la puissance du modèle, je peux le recalculer à toutes les mailles. Alors là, c'est là où on voit tout de suite que, en fait, si vous avez compris ça, bah après, c'est juste une question d'une part de compréhension du besoin métier et d'autre part de connaissance de fonctions d'axe. Mais si vous avez compris ce concept de recalcul à la volée, eh bien, vous voyez bien qu'en fait, ça va complètement ouvrir toutes vos capacités analytiques et toute la manière dont vous allez pouvoir faire tout un tas de calculs dans Power BI. Alors, je veux juste terminer la démo parce que je vous ai montré tout à l'heure dans le report qu'en fait, on pouvait changer la valeur du top. Donc ça, je pense que ça doit vous intéresser de voir comment on implémente ça. Alors en fait, je vais aller un peu plus vite sur cette petite démo, mais juste pour vous montrer rapidement. En fait, vous pouvez créer des tables aussi en DAX, des tables de paramètres qui vont être déconnectées du modèle. Donc, je vais appeler cette table. Donc, j'ai cliqué sur modélisation, nouveaux paramètres. Je vais l'appeler Pareto. Donc, c'est une table que je vais créer qui va aller de 1, par exemple, à 200, avec un pas de 1. Très bien. Donc, en fait, je passe par une interface. Sous le capot, il va me créer une nouvelle table dans le modèle Power BI. Vous la voyez ici, elle s'appelle Pareto. Vous allez voir sa structure. C'est une table toute simple, d'une colonne, qui me retourne toutes les valeurs entre 1 et 200. Évidemment, je pourrais modifier le 200. Je pourrais aussi modifier le pas. Et ce que vous remarquez aussi, donc il m'a créé un segment où je vais pouvoir choisir mon top. Il m'a aussi créé tout seul une mesure. Donc ça c'est bien parce que ça vous permet de voir une nouvelle fonction d'axe, Selected Value, qui va en fait me stocker le choix de l'utilisateur dans le segment. Donc en l'occurrence ici, la valeur du top. Alors la fonction Selected Value, elle a même un paramètre par défaut qui dit si jamais il n'y a pas de choix qui sont faits par l'utilisateur, on va mettre par exemple un top 5. D'accord? Donc cette mesure, j'aurais pu la créer moi-même d'ailleurs, mais elle a été créée toute seule par le moteur. Je vais juste la glisser dans le champ visualisation pour que vous puissiez voir comment elle réagit. Donc là, vous voyez, mon Pareto il est à 67. Évidemment, si je change la valeur ici, ma mesure se recalcule et à chaque fois, elle va me stocker le choix qui est fait par l'utilisateur. Bon, vous avez compris l'idée. Il ne me reste plus qu'à injecter dans ma mesure de tout à l'heure, souvenez-vous, cette mesure-là, donc celle qui faisait le calcul du top, mon petit 2 là, qui est un élément statique, plutôt qu'il soit statique, je vais pouvoir justement aller appeler ma mesure d'axe qui s'appelle choix Pareto ou valeur Pareto pour pouvoir justement dynamiser mon top et permettre à l'utilisateur de faire lui-même sa segmentation. Donc on y va, on remplace par valeur Pareto. Je fais entrer. Et donc là, vous avez compris, je peux tout simplement changer la valeur du top et il me recalcule tout seul, par pays, par marque, par magasin, par produit, bref, je pense que vous avez compris le message. Donc voilà sur ce troisième exemple. Et alors après, si je veux calculer une vraie courbe de Lorenz et un vrai Pareto, je peux vous montrer très rapidement. Ici, je peux créer par exemple un visuel où je vais mettre en fait toutes les valeurs du Pareto. Et puis je vais mettre le montant.
Et là, en fait, vous voyez, alors idéalement, il faudrait les mettre en pourcentage, donc il faudrait que je divise ce montant par le montant total des ventes. Et là, en fait, ce que vous voyez, c'est le cumul de mon. J'ai tracé tous les points de la courbe de la loi de Pareto. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en statistique la courbe de Lorenz. Donc là, par exemple, ça veut dire mes 41 meilleurs magasins font 19 millions de chiffre d'affaires. Et évidemment, si je voulais les voir en pourcentage, je pourrais mettre un divide et aller le diviser par le montant des ventes. Parce que normalement, on étudie plutôt ça en pourcentage par rapport au total. Je vous le montre rapidement. Donc cette fois-ci, j'ai transformé ma mesure pour la mettre en pourcentage. Et là, vous voyez, j'ai mon résultat. Et pour les plus curieux d'entre vous, les plus statisticiens d'entre vous, en fait, si je trace la courbe d'égalité parfaite x égale y, donc normalement, dans un monde parfait, mes 10 meilleurs magasins font 10% du CA, mes 20 meilleurs magasins font 20% du CA, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le x égale y, quoi, la courbe d'égalité parfaite. L'imperfection, donc le surplus que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle en statistique le coefficient de Gini, qui est un indicateur macroéconomique qui permet de mesurer la disparité d'un indicateur au sein d'une population, beaucoup utilisé dans le monde de l'économétrie, la statistique, la macro ou la microéconomie. Eh bien, peut-être que dans un futur webinaire ou dans une formation proche, je vous montrerai parce que vous pouvez aussi calculer ce coefficient de Gini en DAX, juste à titre informatif. Dernier point sur ce Pareto, évidemment, je vous le redis une dernière fois, ici, par exemple, je pourrais le voir, par exemple, par marque. Donc là, j'ai 3 marques que j'ai évidemment anonymisées. Et tout seul, alors même que je n'ai pas précisé dans mon expression comment je voulais voir mon top, il m'a bien filtré. Donc ça me permet de voir est-ce qu'il y a une marque qui est un peu plus concentrée qu'une autre. Par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est que le top 15 des produits chez Nair, ça représente 59%, alors que chez Coolgate, ça représente 70%. Donc c'est un peu plus concentré. Puis évidemment, je peux filtrer par magasin, par mois, par année. Vous avez compris l'idée. Donc voilà, sur ce troisième exemple, un peu plus avancé, mais pas plus que ça. Je vous promets qu'on peut faire des choses encore beaucoup plus avancées en DAX. D'ailleurs, je vous suggérerai après en conclusion comment aller chercher les informations et comment monter en compétence sur ce langage. Mais voilà, retenez la chose suivante. On peut faire des calculs très puissants, très diversifiés, de la statistique, des ratios, des calculs temporels, sur de la grosse volumétrie et sur des modèles avec différentes mailles. Alors pour conclure, juste très rapidement, donc recap, le langage DAX est un langage extrêmement puissant permettant d'effectuer des KPI métiers sur d'importantes volumétries de données. Une mesure se calcule à la volée. Alors maintenant, vous êtes peut-être en train de vous poser la question, comment aller plus loin? Parce que là, vous vous doutez bien que je vous ai montré à peu près 0,5% de tout ce qui était possible et inimaginable à faire en DAX. Vous pouvez faire plein d'autres choses. Donc j'espère que ça vous a ouvert l'appétit pour voir d'autres exemples métiers. Donc comment est-ce que justement vous pourriez aller plus loin avec ce langage? Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de lire. Il y a un site qui est fait par Marco Russo, donc qui s'appelle sqlbi.com, qui est vraiment la référence absolue sur le langage DAX. Ensuite, je vous conseille vraiment de vous former sur Power BI, sur la modélisation des données, sur le langage DAX. Donc pour ça, Jean-Pierre et moi, on vous propose différents modules de formation en ligne. On a notamment la plateforme Power BI Academy qui propose, avec un tarif préférentiel en cette période de confinement, tout un tas de cours et d'exercices pour que vous puissiez apprendre, entre autres, le langage DAX, mais pas que. Vous remarquez qu'ici, j'ai bien mis se former à Power BI, à la modélisation et au langage DAX. Pourquoi ? Parce que très souvent, on a des clients qui nous appellent en nous disant « Tristan, Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez venir ? On a un problème avec cette mesure DAX, on n'arrive pas à avoir le bon chiffre, ou en fait on a le bon chiffre, mais il est beaucoup trop lent à se calculer. » Et très souvent, le problème ne vient pas du DAX, il vient du modèle de données. Vous avez bien vu dans les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure
que si vous n'avez pas un bon modèle de données, si vous ne comprenez pas ce que c'est une clé primaire, une clé étrangère, une table de fait, une table de dimension, si vous ne comprenez pas les liens dans vos tables, la cardinalité, si tout ça est un peu étranger pour vous, vous ne pourrez pas faire du DAX efficient, efficace. Vous ne pourrez pas créer des requêtes et des mesures puissantes et robustes. Donc le prérequis pour faire du DAX, c'est de savoir modéliser ces données et d'avoir un bon modèle de données. Et ça, c'est crucial, il faut que vous l'ayez en tête. Parce que très souvent, c'est ça le problème plutôt que le DAX. Et le troisième point, évidemment, c'est de pratiquer. C'est comme Excel, c'est comme n'importe quel langage. Ça ne s'apprend pas en 2 jours. Il faut manipuler, il faut faire des exemples, il faut faire des erreurs. Et puis c'est comme ça qu'on apprend, tout simplement. Donc sur les formations, je vous ai dit qu'on avait la Power BI Academy. Et puis je vous ai mis cette slide et on va terminer là-dessus. Désolé pour le petit retard et le petit bug de décalage entre le son et l'écran qu'il y a eu au début de la session. Avec Jean-Pierre, on vous propose différents modules de formation online en ce moment sur Power BI. Donc vous pouvez vous inscrire et suivre la formation à la maison chez vous. On découpe les formations sur des demi-journées. On a justement des formations sur le langage DAX si vous voulez vraiment monter en compétence là-dessus plus spécifiquement. On a aussi des formations sur Power BI et les fonctions temporelles pour vraiment faire un focus sur tous les types de calculs temporels que vous pourriez faire en DAX notamment. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé pour cette session. Jean-Pierre, j'imagine que tu as été bien occupé sur le chat. Je ne sais pas si tu veux qu'on prenne 2-3 questions en live comme ça pour terminer. Alors sur le chat, il y a eu quand même des questions. Peut-être un petit peu moins parce que je pense que le DAX, il faut quand même digérer. Donc ouais. Il y a eu une question par contre qui était plutôt une demande éventuellement d'un webinaire, on va dire, sur le service Power BI. Donc j'ai dit pourquoi pas, j'enverrai un petit sondage pour voir s'il y a quand même un volume intéressant. Ouais. Voilà, mais... Très bien. Alors effectivement, les prochains apéros, ça sera donc mardi, jeudi. Mardi prochain, c'est sur la data visualisation avec les images. Voilà, il y a différentes thématiques qui sont prévues, du Excel, du Power Query. Bon, là, on a quand même une petite partie qui va couvrir un peu le service Power BI avec les data flow et le dataset. Donc voilà, mais effectivement, ça pourrait être intéressant aussi de faire un module plus spécifique sur le service Power BI. Très bien. Des éléments à rajouter, à compléter? Donc, prochain apéro, donc mardi. Donc là, thématique, c'est la data vise, jouer avec les images. Donc, images interactives, GIF animé. Et cerise sur le gâteau, on verra même comment intégrer de la vidéo pour ceux qui sont... Voilà, donc donner du peps à votre data vise. Donc, c'est mardi prochain à 18h. Très bien, merci à tous, j'espère que la session vous a plu, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire, et puis à très vite. Bonne soirée à tout le monde.